Pierre. Merci. Donc, nous accueillons maintenant Mme Julia Boivin, voilà. Avec plein de casquettes, elle est consultante, formatrice, chef de projet à Paralysie Cérébrale France, co-directrice du livre Sans idée pour promouvoir l'autodétermination et la pérénance. Je ne l'ai pas lu en entier, je suis désolé, j'ai lu quelques passages. Et puis rédactrice de plusieurs articles. Je vous laisse la parole, merci à vous. Ça devrait être bon, on se retrouve voilà, dans 35 minutes et puis pour quelques questions, merci à vous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Donc du coup, parfait. Donc maintenant que François a fait toute une partie concept, voilà, c'est ça. Du coup, on se connaît un peu avec François, j'ai l'habitude de dire ouais, ok, d'accord, très bien. On a le concept, on a tout. Maintenant, pourquoi c'est pas si simple tout ça? Et pourquoi on doit faire des journées de colloques sur l'autodétermination? Parce que moi j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui me dirait qu'il est contre l'autodétermination. Peut-être Poutine. On peut se dire que oui, c'est pas son truc, mais du coup, en tout cas, en établissements médicaux, sociaux dans les services, j'ai encore jamais rencontré de pros très réticents, mais en fait, on voit bien que finalement, ça s'inscrit dans quelque chose de systémique. On est dans un système complexe et que ça prend du temps de changer tout ça. Et ça prend du temps aussi. On a parlé de la formation des professionnels, des cadres. Moi, je forme il y a aussi la formation des personnes accompagnées elles-mêmes et des familles qui est hyper importante parce que finalement ça les concerne, mais que c'est pas si évident que ça et on va voir pourquoi. Je veux bien qu'on passe à l'autre. Je vous ai remis mes 4 composantes avec les noms très compliqués et puis mes mots que en formation avec les personnes accompagnées que j'ai pu faire avec un autre comme avec Marc Blanc. En fait, les personnes, ça ne leur parle pas mes grands mots qui avaient des traductions anglaises, américaines, et du coup, elles ont un peu repensé ça en 4 grandes dimensions. Du coup, ce qui est très drôle, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a que l'autonomie qui ne change pas. Parce que ça être autonome, nous dit ça on sait. On sait bien, on fait autonome. C'est marqué dans notre projet de vie, travailler sur l'autonomie. C'est intéressant du coup de voir avec elle ce que c'est. J'allais travailler avec les ados dans un centre d'éducation motrice. Et je leur avais dit, mais du coup, c'est quoi être autonome? Et en fait, elle me disait, c'est tout faire tout seul. Et j'étais, mais du coup, vos éducateurs, ils sont autonomes? Non. Donc, vos éducateurs tentent de vous faire apprendre un truc qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes.
Alors que vous avez une petite pathologie qui complique les choses. Ah oui. Non. Du coup, ils étaient un peu perdus et quand on a travaillé sur autonomie, c'est aussi savoir demander de l'aide. Alors là, ils étaient encore plus perdus. Mais attends. Nous, quand on demande de l'aide aux éducateurs, ils nous disent non, il faut que tu sois autonome, il faut que tu en fasses tout seul. Et toi, tu es en train de nous dire qu'être autonome, c'est demander de l'aide. On est perdu. Oui. Oui, parce que en fait, l'autodétermination aussi, ça demande de se reposer tous ensemble. La question de qu'est-ce qu'on met derrière les mots qu'on utilise, en fait. Et ça va même jusqu'à, moi dans mes formations, je repars de qu'est-ce qu'on met derrière le mot handicap, en fait. Et du coup, on peut passer à la prochaine. En fait, moi j'aime bien partir de ça. J'aime bien partir de cette photo aussi. Robert Murphy, Robert, son petit nom. Robert est mort, mais il nous a laissé un super bouquin, Vivre à corps perdu. Robert, il était anthropologue dans les années 80 aux États-Unis. Et comme tout bon anthropologue, il voulait aller rencontrer des autochtones et des contrées lointaines et tout ça. Et en fait, on lui a diagnostiqué une maladie neurodégénérative. Donc, compliqué, l'accessibilité dans la jungle, tout ça. Et s'est dit, on ne va pas partir au bout du monde. Je vais étudier mon entrée dans le monde du handicap. Donc une recherche vraiment personnelle et son livre Vivre à corps perdu est une étude anthropologique de son entrée dans le monde du handicap. Et une des choses qu'il dit, c'est en fait j'ai vu que petit à petit je perdais mon statut professionnel d'anthropologue reconnu pour avoir le statut de handicapé. Et donc, il décrit vachement bien ça. C'est hyper intéressant de lire l'effet que ça provoque. Alors, on est en 80. On verra comment on enseigne le handicap à ce moment-là. Mais il dit aussi, Robert, qu'en fait, parfois on se trompe de problème. C'est-à-dire que hier, j'étais avec des dirigeants d'entreprise et on travaille sur le handicap et il me disait c'est le handicap qui crée les obstacles. Mais bien sûr de ça. Est-ce que c'est pas finalement l'environnement qui crée aussi parfois des obstacles à la participation sociale? Et pour ça, pour bien leur faire comprendre ça, je leur avais sucré mes cafés le matin. Et je leur ai dit, vous voyez, sans café, vous êtes très tendus. Et ça vous empêche de bien écouter parce que vous êtes focalisés sur le café. Donc finalement, l'environnement a un impact aussi sur la participation sociale. Donc du coup, je veux bien qu'on passe à la prochaine. En régie. Bien qu'on passe à la prochaine. Vas-y, peut-être en régie discute. Merci beaucoup. J'ai une petite connecte de titres de journaux ou d'articles qui m'énervent. Et ça, c'est le top, et il est dans le top 3, celui-là. Parce que je trouve qu'il est très représentatif
représentatif de là où on en est encore dans la société et de comment on peut très facilement se tromper de combat, en fait. Quand vous lisez ça, le combat magnifique, bien sûr, toujours, d'une famille face à l'infirmité moteur cérébrale, en plus ça t'énerve mal, ils font tout des corps, mais pourquoi pas. En fait, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, s'il y a combat, on va arriver l'argent. C'est mieux. Donc, pour 10 000 €, sur ce combat-là entre la famille et l'infirmité motrice cérébrale, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une maladie inguérissable de naissance, pour 10 000 €, moi, personnellement, je sais sur qui je mise. Parce que je suis un peu à 10 000 € près en ce moment. Et donc, je sais à peu près qui va gagner, en fait. Et donc, finalement, la société est en train de dire aux gens, notamment aux parents, combattez le handicap de votre enfant. Combattez le handicap, c'est pas très bien d'être handicapé quand même, donc combattez les pathologies de vos enfants, même celles qui sont inguérissables. Et donc du coup, ça c'est très honnête, alors que le titre peut-être plus juste pourrait être un combat magnifique ou pas, on s'en fiche, d'une famille face à une société pas très accueillante. Là, on serait plus en vrai, déjà. Mais finalement, on est dans cet état d'esprit de être handicapé, c'est pas chouette. Il faut tout faire pour rejoindre une certaine norme. Je tiens qu'on passe à la suite. Et donc, encore. Merci. Ça, on est en 80. C'est la classification internationale des handicaps de l'OMS. On a bougé depuis, mais en même temps, je pense qu'il y a des résurgences dans nos manières d'appréhender les choses. Si je vous résume ce que dit l'OMS et ce que dit Wood, c'est vous avez une maladie, une pathologie, du coup vous êtes déficient, du coup incapable, du coup désavantagé. Bien vu. Ça va bien passer. Vraiment, vous inquiétez pas, parce qu'on vous a concocté un petit programme de santé où vous allez être rééduqué, réadapté, réinséré. Franchement. De quoi se plaindre. Franchement, c'est le bonheur, le rêve. Tout le monde voudrait un petit programme comme ça. Et donc, on est dans le rythme, on est dans le retour à la norme et le fait que en 80, la personne est handicapée. C'est son essence de personne. Pas de chance constance. Dommage, mais bon courage dans la suite, parce que vraiment c'est la grande du rêve en 80. Et en même temps, alors on en rit et c'est sympa, en même temps on a gardé les termes de rééducation, de réadaptation, peut-être un peu moins de réinsertion. Mais on va être toujours dans des centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Donc il y a toujours cette idée-là de remettre, de rééduquer. Un jour j'étais à un colloque de kiné, j'aime bien. Et je me l'avais posé la question parce que c'est intéressant à savoir, si à un moment on arrête d'être éduqué, si à un moment on est éduqué, en fait,
fait, et quand tout ça, c'est quand et ça a laissé un petit blanc dans la salle. Ça veut dire que personne. Et j'attends toujours ma réponse, je suis ouverte à ça. Mais du coup, ce modèle-là, ça a créé, et là en régie, ils m'ont détesté, ça a créé toute une logique. Avant, j'en écoutais, maintenant, j'en ai plus. Il y en a trop. Je sais pas quand c'est ça. Ça va. Merci. Vous avez fait beaucoup? D'accord? Et encore, on les a pas tous. Je pense qu'on peut en rajouter 2-3. Pareil, je suis ouverte aux suggestions de ceux que j'ai oubliés. Il y a tout ça. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit oui, mais ce sont des personnes fatigables. Tu m'étonnes, Charles. Je m'étonne. Non. Facile. Voilà. Et ça, j'en montre aussi quand on parle d'intimité. Donc, il dit ça. Alors, attention, je dis pas, il faut pas dire ça. Je dis pas, on est là dans la forêt, on boit sur le quechua. Ce serait une très bonne réalité, je pense, mais la société n'est pas prête. Mais non, je dis pas ça. Je dis que il y a tout ça. C'est en fait. Et que tout ça, forcément, ça influe sur la question de l'autodétermination. Parce que c'est facile maintenant de dire allez-y, choisissez. Ben dites-nous, mais c'est un effort. Et ça, c'est des gens qui ont parfois 20, 30 ans, 40, 50 ans de tout ça. De plein d'adultes qui décident à leur place, qui savent ce qui est bien pour les personnes, qui décide le bien dans la personne, je ne sais pas. J'avoue que c'est toujours interrogé, de dire c'est pour ton bien. Donc, trouver sa place dans tout ça, ben, c'est compliqué. Il y a des enjeux de santé, effectivement, mais pas que, je crois. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre des priorités à avoir aussi. Il y a la question du progrès. Ce matin, on a entendu, et puis moi j'en entends aussi beaucoup, le fait de toujours se dépasser, toujours progresser. Alors, d'un côté, c'est très bien. De l'autre, ça m'interroge sur quand on va de progrès en progrès, on va aussi d'échec en échec. Si on va un verre à moitié vide. Il y a un petit côté comme ça. Je vais voir le verre à moitié vide. Mais parce que, du coup, on amène les personnes à toujours voir ce qu'elles pourraient faire en plus. Et pas ce qu'elles savent déjà faire. Je vous donne un exemple que je prends très souvent et qui marche très bien. Moi, j'ai fait beaucoup de kiné et j'avais un kiné très sympa, très beau. Je suis tant qu'à faire. On voit souvent, donc tant qu'à faire. Et ça faisait 2 mois qui me faisait bosser sur tenir sur un pied sur une planche qui bouge. Perso, j'ai encore jamais vécu de moment dans ma vie. Je me dis, Patrick, laissez-moi, je sais, j'ai la situation en main, je sais tenir sur une planche qui bouge sur un pied. Peut-être
rite que vous faites en soirée, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut en soirée, mais un peu bon. Et donc, un soir, j'y arrive. On réessaye plusieurs fois pour être sûr que ce soit pas un miracle. Non, j'y arrive. Et donc, là, mon kiné me dit, ne bouge pas, je reste comme ça. Je vais. À votre avis? Ajoutez un truc dans la lèvre. Non, non. Pensez cirque. Naître un ballon, on voit les grands côtés démaquillés. Il y a un petit côté au carré qu'on aime bien. Donc, on pouvait chercher un ballon et tu l'envoyer, et tu l'envoyer. Facile. Encore une fois, je savais qui fait ça. Et donc, du coup, je me dis bien sûr que non, on ne va pas faire ça. Parce que ça fait 2 mois que tu me fais faire un truc que je vais avoir du mal à valoriser socialement. Sur un CV, je dois mettre compétences en plus, de mettre sur un petit sur un poste qui coûte. À part dans un surcoût dans le commentaire, c'est vrai. Mais c'est pas dans les projets de nuit. Donc on arrête. Moi je viens de lâcher une bière et une guitare et je lui ai fêté ça toute seule. Pareil, il doit même appeler les équipes. C'est ça, grosse fête. Parce que je vous fais une démo. Ça marche pas. Et deux, en fait, j'ai juste envie de savoir ce que ça fait de réussir quelque chose. En fait. Stupide, des pas stupides, c'est sur les carrés, bon, effectivement, mais en fait, j'ai juste besoin de, et ça c'est une dimension dans l'autodétermination, de me connaître et d'avoir l'impression que je suis capable de faire des choses. Aussi inutile, et en même temps là c'est mon moment. Mais j'ai besoin de ça pour renforcer mes constructions identitaires. Et en fait, si on est dans une logique de progrès, bien sûr qu'il faut toujours aller plus loin, tout ça. Mais il y a aussi ce truc de à quel moment on prend le temps pour les personnes de faire des choses simples, de faire des choses qu'elles arrivent à faire, pour leur montrer qu'elles sont capables et qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller plus loin. Je viens qu'on passe à la suivante. Et donc du coup, ça, pareil, on vient les schémas un peu compliqués, mais en gros, c'est de se dire, le handicap tout seul, moi, je sais pas ce que c'est. Je n'en ai pas rencontré encore. Par contre, j'ai rencontré des situations de handicap. Là, clairement, ce que ce schéma nous dit, c'est que le handicap, ça n'existe pas. C'est une interaction entre un individu, un environnement et des contextes. Là, devant vous, avec un micro, je ne me sens pas véritablement en situation de handicap. Par contre, je demanderai à quelqu'un d'entre vous de venir parler devant ma salle. Je pense que ça peut mettre certains en difficulté aussi. Donc, finalement, on n'est pas toujours en situation de handicap de la même manière tout au long de sa vie. Et donc, on n'est pas tous, je vous vois venir, est-ce qu'on serait pas tous handicapés? Non. On n'a pas tous une pathologie. Par contre, on peut être plus ou moins en situation de handicap selon l'environnement où on est. Et donc, du coup, mon jeu de l'autodétermination, ça va être de travailler sur les 3 dimensions de l'individu, l'environnement et les contextes. Je vais vous passer à la suivante, s'il vous plaît. La question, l'environnement, on voit bien ce que c'est. La question peut-être des contextes
travailler sur la relation interpersonnelle et sur ce qui se passe dans les établissements, dans les services, dans la vie de tous les jours, sur et ben effectivement ces relations interpersonnelles, ces petits gestes du quotidien qui peuvent éteindre l'autodétermination, qui peuvent éteindre l'envie de dire des personnes. Tom Shakespeare, il est pas un peu fort, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, mon axe de travail sur l'autodétermination, c'est autodétermination et rééducation. Et comment, dans les formations que je fais auprès des professionnels, j'ai que des gens bien éducatifs. C'est très bien, c'est très chouette. Mais où sont les gens du rééducatif? Et comment on ne fait pas de mouvement de oui, là tu peux dire, tu peux te connaître, tout ça. Par contre, en rééduque, c'est 300 guinées, puis c'est tout, et t'as pas le choix. Et donc, il y a un vrai enjeu sur la question de la rééducation du rapport au corps aussi. Je vous ai mis dans le PowerPoint un article qu'on a écrit avec Jennifer Fournier sur comment on fait grandir les personnes accompagnées dans 3 grandes injonctions qui les amènent à potentiellement être victimes d'abus sexuels. Il faut faire plaisir aux professionnels, ton corps est à ton monde, et quand ça fait mal, c'est que ça marche. Ah, vous avez un peu un combo parfait pour... c'est un peu la grande voie pour des futurs abus sexuels. Et en même temps, c'est très vrai sur un exemple que beaucoup de pros me rapportent en foyer ou dans les CDS, on n'arrive pas à leur faire comprendre aux personnes accompagnées ou accueillies qu'il ne faut pas inviter des inconnus chez elles. Que c'est dangereux. Et en même temps, tous les matins, elles me donnent des intérimaires qu'elles ne connaissent pas et qui n'ont pas dans la bouche. C'est quoi la différence? On leur demande de faire une différence très 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 fine sur un intérimaire que je ne connais pas qui m'emmène le tomate dans la douche. C'est ok? Un inconnu dans la rue, c'est ok? Mais nous, je suis pas sûre qu'on fasse la différence vraiment de manière très claire. Et c'est pareil que la fatiguabilité, c'est qu'on est d'accord pour dire que parfois les personnes ont des capacités cognitives, des habiletés cognitives un peu plus limitées. Et là, on leur demande un truc hyper fin, quoi, cognitivement, de faire la différence entre 2 inconnus et de se laisser faire dans un cas, de ne pas se laisser faire dans l'autre. C'est hyper important d'avoir ça en tête et de voir que l'autodétermination, elle se joue aussi là-dedans. De comment on se réapproprie son corps et ses limites aussi. Du coup, ça demande, je veux bien qu'on passe à la suivante. Alors, il faut un peu aider. Encore. Top. Pourquoi je vous mets ça? On va donner un 2-2. La personne au centre du dispositif. C'est ça qu'on nous a dit. Très bien. Alors moi je dis très bien, système solaire, donc du coup mon sommeil est au centre. Tout le monde gravite autour de lui, tout va bien. Juste le soleil à part briller, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. Mais il donne sa raison d'être à tout mon système, et heureusement qu'il est là, bien content. Et il rayonne d'ailleurs comme les personnes handicapées.
sont régalantes. Ce sont des sommeils dans le tout. Vous ne voyez pas longtemps. Et donc, les sœurs ou les parents, je pense qu'elles ne seront pas trop d'accord. Du coup, si on se reflète dans notre chambre, la personne au centre, est-ce qu'on ne lui demanderait pas juste d'être handicapé, d'en rester, vraiment bien, pour que tout le monde puisse tourner, machin, d'avoir des besoins, mais pas trop, que faut pouvoir y répondre. Donc, voilà. Donc, je veux bien qu'on passe juste une fois, un coup parfait. Donc, on est sur ça, la personne au centre. Et jusqu'à présent, moi, ça me faisait penser aux réunions de synthèse. Et jusqu'à présent, on me disait qu'il faut arrêter ça, de faire des réunions de synthèse avec les gens. Et en fait, j'ai changé d'idée. On garde tout ça. On fait tout pareil. Projet personnalisé, écrit par micro, tout ça. On a mis personne, chien et décor, 10 minutes avant la fin de la réunion, tout ça. Et donc on garde, on ne change rien. Du coup, mais par contre, on fait pareil pour les pros. Ah oui, on réunit toutes les personnes accompagnées et on fait passer un par un les pros. Et les cadres, les directeurs, bien sûr. Et puis, du coup, on fait un petit point sur. Alors, on ne peut pas trouver top. On n'a pas trouvé que tu donnais à 100% là sur la table de côté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est constipé? Est-ce que comment va ton système digestif? Non, parce que c'est ça, on peut pas en réunion de synthèse. Et sinon, bien activité sexuelle, on est comment? Est-ce qu'on met ça dans ton projet de vie? Voilà. Qui tu envisages de coucher cette semaine, un mois? Comme ça, on peut faire un petit projet sur ça. Chez nous, on a pensé à un petit projet. T'es d'accord? Très bien. Au suivant. Ce serait pas mal, ça. Moi, j'attends la première association qui fait ça. Vraiment. Et moi, je veux venir à la réunion parce que vraiment, ça peut être très drôle. L'autodétermination, c'est ça. C'est un Henri et c'est. Voilà. Et je m'en présente de venir est-ce que. Vous m'aurez invité après. Mais. Si je disais ça après, c'est à l'heure, personne ne me répond. Mais c'est ça qu'on fait vivre aux gens. Et en fait, dans l'autodétermination, ça pose la question de eux et nous. Pourquoi pour eux c'est ok? Enfin pour nous, c'est ok. Et pour vous, c'est hors de question. Est-ce qu'on serait d'accord de se plier aux mêmes règles de vie, de fonctionnement? Qui est prêt à vivre 24 heures sur 24 toute une année avec ses ex? Non mais peut-être il y a un ex à temps, non? Mais je suis pas sûre. Réfléchissez vraiment à vos ex, je suis pas sûre. Du coup, je terminerai par là. C'est la question du et nous. C'est la question de comment on pense et comment on repense la rencontre. Et ah oui, du coup, non, alors on ne pouvait pas, j'avais oublié mon petit truc, du coup, il faut passer à cette partie-là au centre, on va mettre mes projets, mes désirs, mes envies. Enfin, mes besoins, c'est encore un manque de. Et donc, c'est Marc Blin qui parle de. Avant, on est sur l'acteur et maintenant, on est sur co-auteur de ma vie parce que acteur, ça fait un peu le projet de vie, c'est un peu le rôle de ta vie qu'on a écrit pour toi. Si tu peux éviter de changer de patron, mais bien là. Vraiment, on a vraiment bossé sur
scénario. Donc, reste bien dans ce qu'on a pensé pour toi, c'est le gros de cette comment on fait participer la personne à l'écriture de sa vie, selon ses capacités, ses volontés. Et dernière slide, du coup, ça demande de repenser la rencontre. C'est ce que disait Dominique de Pen, qui met effectivement aussi, comme François dit, on ne peut pas accompagner dans la distance, mais dans de justes proximités. En fait, c'est comment on va arriver à repenser le fait de se laisser surprendre par les personnes et du coup de permettre aux personnes aussi de se rencontrer elles-mêmes. Donc, comment je me connais, quels sont mes choix, quelles sont mes préférences, quelles actions j'ai envie de mener, qu'on peut tout y en fait, qu'on peut tout y Et en fait, ça ouvre un champ possible de, ok, compote nature, compote pomme poire, compote pomme framboise, enfin, même dans des cas de polyhandicap, on a verbalisation est compliquée, il y a possibilité de se connaître, de faire des choix, de tenter des choses. Donc c'est véritablement ça, et notre petit prince et notre renard, c'est toujours de dire que ça apprivoise et que ça prend du temps. C'est pas donné. C'est pas parce qu'on est dans une situation de dépendance que ça va de soi qu'on accepte de se faire laver par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, ça va pas de soi et il faudrait avoir ce temps d'un apprivoisement qu'on n'a pas, mais en tout cas l'avoir en tête que ça va pas de soi et que l'autodétermination, ça nécessite vraiment un travail de déconstruction des représentations du handicap, aussi bien du côté des pros, des parents, que des personnes elles-mêmes. Dire, c'est comment je vis cette expérience de vie et comment je pense des situations de handicap et pas mon handicap qui n'est pas le même tout le temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous avez fait la journée de tout le monde. On va laisser la parole à Pablo dans un premier temps pour le dessin ou les dessins. Vous m'entendez? Oui, merci. Bravo d'abord pour votre intervention qui en plus est passionnante et pleine d'humour. L'embêtant quand l'intervenant a de l'humour, c'est que le dessinateur soit tout permis. Bref, vous me direz. Allez, je revois le premier. Deuxième, qui est pire, je dirais. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des interventions? Ça va être dur après. Alors, franchement, là... On m'a dit que vous étiez très bon. Ah. Devant. Moi, déjà, je vais commencer comme tout à l'heure par merci. Et je me suis fortement identifiée parce que je suis IMC. Donc, les séances de kiné, le kiné qui dit maintenant, je vais essayer d'enlever la planche et je vais mettre un ballon. Vas-y, tiens debout. Moi, je lui dis, vas-y, viens à ma place. Donc, merci pour ça. Voilà. Et effectivement, notre handicap ne nous définit pas. Nous sommes des humains. Voilà.
je suis ergothérapeute. Et face à votre intervention, ça me fait mal, très très mal, de penser qu'il y a encore quelques mois, j'étais totalement dans cette posture. Et je me dis, heureusement qu'on évolue quand même. Mais en tout cas, merci pour cette vision. Bonjour. Cette intervention a beaucoup retenti pour moi. Je suis maman. Je suis non médico-sociale, mais je suis aussi maman d'un enfant autiste. Et chaque année, on me demande le projet, d'écrire le projet. Des fois, c'est tous les 2 ans. Et de toujours décider de tout. Alors aujourd'hui, il a 10 ans, donc je peux encore. Mais j'appréhende tellement la vie d'adulte et qui suis-je pour décider avec les professionnels de sa vie à vie. Oui, merci pour ce que L'autodétermination, ça doit se travailler, à mon sens, assez tôt. Moi, j'interviens dans des cadres. Sur l'autodétermination, ça peut passer par... moi, vraiment, il y a cette question du rapport au corps qui m'interpelle plus particulièrement, mais sur... est-ce que tu es d'accord pour te déshabiller sur cette séance? Ça peut passer juste par ça. Est-ce que tu es d'accord pour n'enlever que le haut, que le bas? Et ça, c'est... Moi, je vois une nièce de 5 ans qui a déjà acquis ça. Je trouve qu'elle a tiré mon père de la chambre et nous dire cette chambre en disant que je me déshabille. Et je trouve ça très chouette. Et je me dis, est-ce qu'on apprend ça aux enfants en situation de handicap qui sont en fait tout le temps, en tout cas très souvent, entre les mains de professionnels? Et donc la question de est-ce que tu es d'accord, est-ce que quel exercice tu préfères qu'on fasse, voilà, c'est vraiment ça peut commencer tout petit. Moi je suis assez étonnée parfois, étonnée en même temps pas comme ça, par les parents qui me demandent, qui sont dans cette réflexion de qu'est-ce que j'en ai offre à Noël pour qu'ils progressent. Et on dit, mais c'est Noël, donc on n'est pas obligé de progresser à Noël. On peut avoir un jouet qui ne sert à rien. Et moi j'ai plein de jouets, j'ai pas du tout utilisé parce que sous couvert de c'est Noël, oui d'accord, c'est pas ça que j'en ai, moi c'était pas le mastermind, il faut trouver des couleurs et c'est des toutes petites pièces pour faire travailler la motricité fine à d'autres. Du coup, il est resté au fond de mon placard. Mais du coup, c'est accompagner aussi les parents sur le fait de retrouver leur enfant. De dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, à quoi ils s'intéressent. Voilà. Et ça, c'est hyper important de le faire très tôt. Et puis, aussi, moi, personnellement, j'ai une médecin, Isabelle Poirot, qui très tôt, vers 5-6 ans, virait mes parents de la consultation. Et il me disait, je vais parler à votre fille, en fait, parce que on va lui apprendre à prendre les choses en main à sa manière. Et voilà, je trouve ça hyper chouette de créer des espaces de possible. En fait, mes pros et mon entourage, me rendre, c'est de créer des espaces possibles et me rendre des personnes accompagnées ou dites en situation de handicap, c'est de se saisir ou pas de ça. Mais c'est pas le combat des pros d'autodéterminer les gens. Parce qu'en fait, ça peut être une dérive de l'autodétermination. À mon avis, c'est d'arriver à une injonction à des projets de vie de travailler l'autodétermination. On va nous voir arriver.
donc, ça, c'est pas notre combat, c'est à nous de refaire si on le souhaite, quand on le souhaite, à la fréquence où on le souhaite, sur les domaines où on le souhaite. C'est pas notre job, ça. Et il faut nous laisser ça à nous, parce que c'est pas facile, parce que ça fait peur, parce que c'est énervant aussi. Et donc vous, il faut bien être fier, je pense, qu'on peut parler de poser des cadres clairs et de se dire, le job des pros, c'est de créer des espaces possibles. Après, la personne s'en saisit ou pas, mais c'est pas à vous de décider si elle va en faire ou pas, ou comment elle va en faire. Et ça, c'est vraiment important parce que l'autodétermination, c'est un combat qui émane des personnes elles-mêmes, comme la pérédance, comme plein de choses. Parfois, la pérédance aussi, il y a des petites dérives, du coup, c'est l'institution qu'il choisit les pères. Moi, j'aime bien encore choisir mes pères. Voilà, et c'est de se dire comment on ne passe pas dans une institutionnalisation de l'autodétermination. Ça, je pense que c'est vraiment important que ça appartient à chacun. Merci beaucoup. François nous disait qu'il n'y avait pas de questions sur le chat, mais beaucoup de commentaires positifs et voilà. Et beaucoup de gens ont apprécié.